Salut, c'est Eddy de Préto, bienvenue sur Culture. Quand j'étais personne, plein de petits tafs d'automne, je rêvais d'idole. J'ai grandi dans une banlieue parisienne qui s'appelle Créteil, qui est dans le sud-est de Paris, qui est une banlieue assez populaire, où il y a une grande diversité sociale. Et voilà, je grandis là-bas et c'est qu'à 21 ans que je vais arriver sur Paris pour faire le métier dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire de faire de la musique. J'ai toujours rêvé un peu de la capitale parce qu'il y a toujours eu... Quand tu es en banlieue, tu as toujours l'impression d'être un peu à la marge, à côté, de ne pas être totalement dans Paris, d'être après le périph', tu sais pas trop où te placer. Et je me rappelle que Paris était un peu mal vu quand je grandissais dans les années 2000, était un peu mal vu par Paris. Donc quand à chaque fois tu allais sur Paris faire des soirées, c'était à la banlieue. Il y avait tout un fantasme un peu de la banlieue qui a été aujourd'hui, heureusement, sauvé par tout un tas d'autres images, par la musique notamment. J'ai toujours rêvé de Paris parce que je pensais que c'était un endroit où tout pouvait se passer. Tous les rêves, c'est un peu le rêve américain quand tu viens d'un autre pays que les États-Unis, tu te dis il faut à tout prix que j'aille là-bas pour vivre mon summum, mon idylle. Et j'avais ça en tête avec Paris et je voulais absolument vivre à Paris. Et j'avais une tante qui habitait à Montmartre, Rose Tati, et qui était un exemple pour moi de liberté, de femme en feu, de femme qui avait pris toutes les injonctions et qui les avait mis dans le feu. C'était juste libre d'elle, d'accepter ce qu'elle voulait être, sans enfant, avec un mari, mais elle s'en servait un peu pour faire la fête et pour vivre intensément les choses. Et c'était un exemple pour moi parce que j'avais pas du tout ce discours-là à Créteil et donc je savais que moi je voulais à tout prix vivre ça dans la capitale pour faire la musique. De toute façon, si je n'ai pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. De temps en temps, ouais, j'essaye de l'appeler pour savoir comment elle va, pour lui souhaiter bonne année, les anniversaires, ouais, à la base. Bâtard, en fait, c'est retourner le sens un peu. C'est comme quand toute ton enfance on te dit pédé ou sale noir. Reprendre ces adjectifs qui sont, comment dire, mis en négatif par d'autres, le reprendre en positif et se dire en fait, ça va être des mots qui vont me définir et qui vont être très positifs et qui vont me faire briller. Ça, c'est mes choses, c'est mes mots et c'est moi qui vais les utiliser et je vais les utiliser à bon escient. Et à tous les bâtards, c'est ça, à tous les bizarres, à tous les bâtards, à tous les étranges. Un bâtard, pour moi, c'est quelque chose, quelqu'un qui est entre deux, qui est jamais au bon endroit, qui est mélangé des deux, il y a tout un tas de sens comme ça. Il y a vachement cette conjoncture négative et tout simplement, je voulais le tourner en positif avec tous les mots que je chante dans une chanson qui s'appelle Frix. C'est une quête de tous les jours. C'est qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Est-ce que je raconte les histoires des autres? Est-ce que c'est des questions, c'est des processus créatifs où je suis en plein dedans? Comme j'ai jamais envie de me répéter et que j'ai jamais envie de raconter les mêmes histoires, j'essaie justement d'en trouver des nouvelles et donc peut-être des nouveaux angles et d'autres façons de raconter les choses, tu vois. Ça peut être une solution, raconter l'histoire des autres sans dire que c'est l'histoire des autres. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ou peut-être aussi des albums concept, comme le dernier album de Lelo, comme Varnish la piscine, qui moi me plaisent pour ça, c'est qu'ils ramènent un univers dans leurs albums. Ça traite justement des sujets imaginaires. Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. C'est vrai que sur le premier album, qui s'appelle Cure, qui est sorti en 2018, c'est comment faire pour être comme tout le monde. Pourquoi je suis différent, comment je peux être pour être moins différent, comment je peux être pour m'adapter le plus aux autres, pour être comme tout le monde, pour que les autres m'entendent, me comprennent. C'était vraiment un enjeu pour moi. Et le deuxième album, après avoir vu que je semblais différent sur le premier, je me suis dit mais le deuxième, en fait, grâce à ce premier album Cure, à tous les bâtards, ça va être l'inverse. Je me suis assumé, comme tu dis, je me suis assumé différent et je me suis entendu différent. Je me suis vu différent et je me suis dit, mais à quoi bon en fait, à quoi bon toute la vie, toute ta putain de vie, courir après le consensus, l'injonction globale, courir après les autres qui pensent de toi et tout. Tente au maximum d'être toi, d'être différent. Tout le monde te le dit que t'es chelou, t'es pas normal, t'es différent, t'es gay, nanani. Accepte ça, tu pourras rien faire contre ça. Donc juste sois-le. Et ça a été tout le but pour moi de l'écriture de ce deuxième album. C'est comment s'accepter et comment arrêter de faire des compromis par rapport à certaines personnes ou à certaines visions de société. Juste fuck, c'est moi et je suis comme ça. Quand je disais je veux pas être le porte-drapeau d'une communauté, c'est que en fait jamais j'aurais l'ambition de me
propulsé comme ça au titre de messie d'une communauté qui parle au nom de la communauté. Je trouve que c'est trop lourd et je pense que le regard des majoritaires sur les communautés, aussi différentes qu'elles soient, le global pense suffisamment déjà que les minorités sont qu'un et pensent la même chose. Et en fait, il faut contrarier ça et dire qu'en fait, non. Dans les communautés, il y a énormément de gens, de façons de penser, différentes quelles qu'elles soient, et tout le monde ne pense pas de la même façon sous prétexte qu'il a une orientation sexuelle ou une couleur de peau ou autre chose qui le relie en fait. Et c'est cool que dans les médias, on voit de plus en plus de plusieurs personnes de la communauté noire, plusieurs personnes de la communauté LGBT parler, prendre la parole et avec des points de vue, des regards différents. Et c'est le plus important pour moi. Amen. Je suis 100% d'accord. Toutes les chansons me parlent de l'intime, mais celles-ci, pour moi, elles étaient encore plus proches de moi et encore plus proches de mon cœur et de mes tripes. Donc du coup, je voulais les écrire en tout petit, comme si elles existaient peu, parce qu'elles étaient tellement minutieuses et tellement importantes pour moi qu'il fallait les traiter spécialement. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de travailler ou que tu as envie de... Plus du tout. À quoi bon et pourquoi faire? Quoi bon tout pour te plaire? Quoi bon mieux vaut l'enfer? À quoi bon? Ça, je l'ai écrit. Pour moi, ça parle à une force spirituelle, religieuse. On m'a toujours appris, c'est drôle, par la Bible ou par des valeurs religieuses que l'homosexualité masculine, précisément masculine, n'avait rien à faire dans la religion. Et du coup, ça m'a toujours interloqué. Pourquoi, même si potentiellement je voulais un jour devenir religieux, pourquoi j'aurais dû me battre vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de la religion quelconque. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. De toute façon, je ne serai jamais suffisamment clean pour que tu m'acceptes dans tes rangs et que tu puisses avancer avec moi, parce que je ne représente pas ce que tu défends dans tes livres. Je crois que je ne suis pas fait pour obéir à ta Bible. Les thérapies de conversion viennent d'être interdites en France, là, récemment, et tout ça, c'est basé sur des valeurs religieuses, quand même, tu vois, donc c'est important que ça avance. Je ne sais plus, j'ai confondu si t'aimais Million ou mon blond. Tu m'as connu, pas connu. Ouais, beaucoup. Beaucoup, c'est la chanson qui s'appelle Quelqu'un qui parle de ça. Dès que tu commences à avoir une visibilité dans l'image publique, il y a certaines personnes qui vont gratter autour de toi et qui vont être subitement des amis. Et ça va très vite et c'est souvent parfois assez fourbe. Et j'ai eu des relations comme ça, bien sûr. J'ai même eu une relation amoureuse comme ça. À un moment, tu le décèles, tu sens que c'est pas là pour les bonnes raisons, quand ça commence à te demander de l'argent, tu vois, tu fais oh wow, ciao, bye, tu vois, c'est terminé. Je ne veux pas y faire face, je préfère me fuir. Alors avec Iseult, on s'est rencontrés sur un défilé Lacoste à Paris. Tout de suite on a matché, on a bien rigolé, on était assis pas loin. Et elle m'a proposé de venir en studio pour bosser, on a travaillé sur un son. Et puis on a toujours tout de suite eu une alchimie, un truc assez rapide, assez vif. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue de travailler ensemble. Et puis après on s'est dit, il faut qu'on sorte ces deux-là, ça nous plaît, ils sont beaux, ils sont tendres. On avait besoin de tendresse à cette époque-là de l'année. En France, la situation sanitaire, elle était un peu catastrophique, on nous avait enlevé encore des libertés. Donc on était en mode, putain, il faut qu'on crée de l'espace pour soi. C'est des notions qui arrivent en France, le caring. Je pense que vous êtes un peu plus avancé là-dessus. Mais nous, des espaces de bienveillance entre amis, des groupes d'attention comme ça, de prendre soin de soi. Le terme est relativement nouveau en France. On l'explique différemment. Et donc du coup, c'était important pour moi de sortir cette chanson, pour nous. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce qu'on peut entendre, on essaie de créer une bulle pour tenter de se protéger ensemble. Mais non, comment t'as trouvé ça, toi? Non, c'est terminé, ça. Putain, ça, c'était un groupe folk à l'époque. Je faisais de la folk à l'époque. J'avais une copine qui était vachement indé, folk. Elle existe toujours, mais maintenant, elle fait plus de musique. Mais on faisait de la guitare, du piano, on allait dans les bois et on chantait. Ça me tue. Et est-ce que tu as toujours des nouvelles de Déborah? Bien sûr, c'est une pote grave. mais elle est plus trop dans la musique. Non, je suis plus sur les applis de rencontre. Non, terminé. Mais j'ai rencontré quelqu'un maintenant.
tu me parlais jusqu'ici comme personne encore. Si seulement, si seulement, si seulement t'étais du même bord et... Tout le temps. Et bien sûr, tomber amoureux d'un hétéro, ça m'arrive à plusieurs reprises parce qu'il y a tout l'interdit qui s'exprime et donc en soirée, tu peux imaginer des choses et te dire que potentiellement ça pourrait se faire, mais finalement ça ne se fera jamais parce que les sexualités ne fonctionnent pas ensemble. Mais oui, ça m'est arrivé, ouais. Désolé Caroline, mais je te laisse à ton été qui est en fait un grand hiver, beaucoup trop bien déguisé. Il y a un double sens en vrai. Il y en a certaines personnes dans des médias peut-être un peu plus traditionnels voient une relation avec une amie que j'ai plus envie de continuer ou d'avancer. Et d'autres, de manière assez explicite, voient la drogue, la cocaïne. C'est une drogue récréative qui a été beaucoup dans la fête. Une substance comme ça qui mange un peu tous les espaces, de plus en plus. À un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive sur le fait de m'éloigner de ça parce que ça m'apportait plus trop de trucs positifs. J'arrivais pas à être précis, ça me faisait des phases de parano et j'avais plus envie en fait de vivre dans ce mindset-là, si tu veux. Et donc du coup, j'ai écrit cette chanson et oui, ça a grave aidé à avancer. Je crois que c'est quand j'ai reçu mon premier disque d'or. Je sais pas pourquoi. C'était un concert à la Cigale, je crois que ça faisait 1 mois que mon album était sorti, mon premier album. Après, on a fait triple platine, là on a fait platine sur le 2e. Et en fait, c'est que des petits trophées et tout, mais en vrai, tu te dis putain, je fais pas ça pour rien, il y a des gens derrière, il y a des gens qui le reçoivent, qui le consomment, qui l'écoutent, ça fait partie de leur vie. Et c'est une belle réponse, quoi. Une chose à retenir de toute ma vie, wow! Je pense que les zéniths, ça m'a rempli énormément. Je pense que c'est ça. Les concerts. Premier, les concerts. Ça fait 3 fois qu'on reporte en France nos zéniths. Donc, ça commence à plus rigoler là. Oui, économiquement, c'est relou, mais c'est pas le plus grave. Ça fait perdre des gens, surtout dans les salles. Parce qu'il y a toujours 10% de gens qui soit sont pas vaccinés, soit vont pas venir, ou soit n'ont pas compris qu'il y avait eu un report et n'ont pas vu les dates par les mails. Donc, ça te fait perdre en audience. Le mindset aussi, la configuration intérieure de... Ok, on va faire 3 mois de tournée, je suis prêt, j'ai fait 3 mois de sport, je me suis entraîné tout le corps, la voix et tout. Et en fait, on t'apprend 5 jours après que c'est redécalé. J'ai eu des propositions sur le premier album, ça rentrait pas dans le timing avec la date, avec les dates de tournée. Du coup là, je suis en train de lancer et de faire des auditions pour le cinéma. Et il y a plein de beaux projets qui arrivent très vite. Le théâtre, ça prend plus de temps, mais j'adorerais faire du théâtre. Mais ouais, je suis allé chez un pote essayer le métaverse avec Oculus. Et du coup, j'ai essayé un peu ce qu'on pouvait faire sur cette plateforme. Et il m'a dit qu'il y avait du porno. Et je suis allé essayer du porno. Et c'est quand même la folie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je laisse l'image. Il y avait Travis Scott sur Fortnite. Pourquoi pas? Écoute, à voir, franchement, à voir. Quand j'ai écrit ce tweet, notre gouvernement en France a décidé de seulement mettre des nouvelles mesures, et seulement les nouvelles mesures, c'était de fermer les salles de spectacle. À pas plus de 2000 personnes. Donc toutes les personnes qui font des zéniths, c'est-à-dire moi, il y en a d'autres en France, ont été décalées du coup de 4 mois. Moi, il y avait ma tournée qui commençait en janvier, ça faisait la 4e fois qu'on l'a décalée, la 3e fois. Et donc du coup, j'étais un peu là, genre, ok, donc c'est quoi la différence entre être 2000 personnes dans une salle et être 3000 ou 4? Et le truc, c'est qu'ils expliquaient à ce moment-là que les meetings présidentiels, parce que nous on arrive en meeting là en campagne, eux pouvaient être à plus de 2000, on s'en foutait. Et là, j'ai fait, non mais c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce tweet qui a pas mal fait parler en France en tout cas. Jamais connu de contrôle, moi.
Jamais vu de dérapage, moi. Je suis passé tranquille avec ma peau de fragile qui me sauve, ouais. En France, c'est très commun de voir des arrestations dans les rues et c'est toujours des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Et quand j'étais petit, on avait une blague quand on était à Créteil. C'est toujours moi qui portais la marchandise parce qu'on savait que j'allais jamais me faire contrôler. Et que s'il y avait un contrôle, c'était mes potes qui passaient le contrôle et qui étaient fouillés et pas moi. Et je voulais en parler parce que ça a toujours été une réalité pour moi, à Créteil, à Paris et avant et encore aujourd'hui. Et je pense que c'est important aussi de voir, sans s'accaparer le discours, de voir des gens qui l'observent et qui peuvent encourager ceux qui le vivent. Et cette chanson, elle est faite pour ça. C'est, j'avais envie de dire, de mon point de vue, de blanc, de dire, en fait, il y a une merde en fait devant nous et ça existe. Et il faut qu'on soit tous capables de pouvoir le dire et de pouvoir le voir. Je pense pas que ce soit un problème que des minorités, que de se battre pour leurs droits. Je pense que c'est un problème de toute une société. Ouais, c'est vrai, ma mère est métisse, bien sûr. Je suis concerné, mais aujourd'hui, je peux pas j'ai pas ma carte à Réunion, tu vois. Non, mais j'ai des potes, beaucoup. J'ai un pote qui s'est fait tabasser dans une voiture de flic avec des noms clairement homophobes, à caractère homophobe, dans tous les sens, ouais. Donc en fait, ça existe et c'est très proche de nous. Et c'est ça que je veux répéter et redire. Et mes chansons, j'espère qu'aussi elles font passer ce genre de message. C'est que c'est pas une espèce de fantasme de quelque chose qui se passe dans les villes. Non, c'est bien réel et ça se passe au plus près de nous, à tous les âges et dans les plus grandes villes du monde. Ma plus grande fierté, avoir prouvé à ma mère que c'était possible. Le vide, l'abandon. Ma plus grande honte, chanter faux. Écouter les conversations des autres. Je serai au MTLUS le 17 juin 2022 à Montréal. Ça sera fou, il y aura 6 musiciens avec nous. Une scénographie très chaleureuse parce que j'avais envie que ça sente que mon album 2 était beaucoup plus musical que le premier, avec des vrais sons, des vrais humains. Et je pense que ça va être bien le fun. Merci beaucoup, à bientôt. À tous les bizarres, les étranges, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent, les mises à l'écart.